Bonsoir tout le monde. Avant de commencer cette histoire, dites-moi de quel pays vous regardez et n'oubliez pas de vous abonner. Je m'appelle Thomas et j'ai 60 ans. Je n'aurais jamais pensé vivre assez longtemps pour voir le jour où ma propre fille me laisserait dans un hôpital, comme un chien indésirable, et partirait avec la seule chose qu'il me restait de mon argent d'assurance. Tout a commencé de la manière la plus silencieuse. Pas de tonnerre, pas d'avertissement, juste de la trahison, enveloppée dans un sourire. Cette histoire vous brisera le cœur, mais elle vous montrera aussi la vérité sur l'amour familial. J'étais allongée sur le lit d'hôpital, affaiblie par la chirurgie, avec des fils partout sur ma poitrine. Les antidouleurs s'étaient dissipées, et même cligner des yeux faisait mal. Puis la porte s'est ouverte, et Cynthia est entrée, mon unique enfant. Mon ange, ai-je murmuré. Tu es venu. Bien sûr, papa, dit-elle, souriant comme une infirmière qui ne le pensait pas. Elle avait l'air différente. Ses cheveux étaient chers, son parfum fort, ses ongles peints d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait oublié d'où elle venait. Cette transformation me faisait mal au cœur. Puis elle m'a tendu un stylo. Papa, s'il te plaît, signe ici. Ils ont besoin de ta signature pour que je puisse gérer les factures d'hôpital avec ton assurance. Je n'ai même pas lu. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était Cynthia, ma fille, mon sang, ma seule famille restante. J'ai signé. C'était la dernière fois que je l'ai vue. Elle est partie avec ce papier, et avec elle, tout mon avenir. Je ne savais pas encore que je venais de signer ma propre condamnation à la misère. Ma confiance aveugle en elle serait ma chute. 2 jours plus tard, l'infirmière est venue dans ma chambre avec un air confus. Monsieur, nous essayons de joindre votre fille. Elle ne répond pas que tu es. Et votre facture d'hôpital. Elle n'a pas été payée. Mon cœur s'est arrêté. J'ai essayé d'appeler. Éteint. J'ai essayé de lui envoyer un message. Pas de réponse. J'ai demandé à une infirmière de m'aider à vérifier mon solde d'assurance en ligne. Il était vide. Parti. Tout. Je suis resté assis là pendant des heures. Pas de famille. Pas de maison où retourner. Pas de force. L'hôpital m'a renvoyé parce qu'ils avaient besoin du lit pour quelqu'un qui comptait. Je me suis traînée jusqu'au banc de l'hôpital dehors. Je n'avais pas d'argent pour le transport. Pas de vêtements. Pas de nourriture. Rien que des souvenirs. Des souvenirs d'une fille que j'ai portée quand sa mère est morte. Une fille que j'ai élevée seule, à travers les larmes et la faim, pour qu'elle puisse devenir quelqu'un. Maintenant, elle était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. C'était une femme nommée Clara qui m'a aidée cette nuit-là. Elle rendait visite à quelqu'un à l'hôpital. Elle m'a vue trembler dans le froid et m'a offert une couverture. Elle m'a ensuite donné de la nourriture. Et quand elle a entendu mon histoire, elle m'a emmenée à son église où je pouvais dormir dans la salle arrière. Et c'est là que je suis restée, pendant des semaines. J'avais l'habitude de prier pour que Cynthia vienne me trouver, qu'elle se présente en pleurant, disant que c'était une erreur, qu'elle rendrait l'argent et me ramènerait à la maison. Elle ne l'a jamais fait. Mais une nuit pluvieuse, alors que je fixais le plafond de cette salle d'église, mes mains ont trouvé quelque chose dans ma poche d'une vieille photo. Moi, Cynthia, et sa mère, Diane. Cynthia n'avait que 7 ans. Il lui manquait ses dents de devant. Elle portait sa robe jaune préférée, celle qu'elle ne voulait jamais laver. Derrière la photo, quelque chose était écrit. C'était une note de l'écriture de Diane. Thomas, si Cynthia t'oublie un jour, ne la supplie pas de se souvenir. Rappelle-lui. Pas avec de la douleur, mais avec la vérité. J'ai fixé cette ligne. Ma femme savait toujours le bon moment pour parler, même depuis la tombe. Cette nuit-là, j'ai essuyé mes larmes. Cynthia pensait qu'elle m'avait laissé pour mort, mais j'étais vivant. Elle avait volé mon avenir, mais maintenant j'allais prendre le sien. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la paix, mais certaines blessures ne permettent pas la paix peu à peu, surtout quand elles viennent des mains que vous avez tenues à travers la fièvre et la peur. Clara, la femme gentille qui m'avait ramassée sur le banc de l'hôpital, était devenue ma seule amie. Elle apportait de la nourriture à la salle de l'église chaque week-end, s'asseyait parfois avec moi en silence, priait parfois avec moi. Elle n'avait aucune idée que j'avais vécu dans une maison de 3 chambres, ou que j'avais payé pour l'éducation universitaire de quelqu'un prétendant maintenant que j'étais déjà mort. Un matin,
Alors que je pliais la couverture dans laquelle je dormais, j'ai trouvé une enveloppe déchirée coincée sous mon oreiller. Je ne l'avais pas mise là. Elle était vieille, jaunie. Mon nom était écrit d'une écriture familière. C'était une lettre. De Diane, ma femme. Je me suis assis lentement, comme si même l'air autour de moi avait cessé de respirer. Thomas, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là à tes côtés. S'il te plaît, ne laisse pas Cynthia grandir sans limite. Ne l'aime pas seulement de guide-là, sinon elle pourrait devenir prospère, mais égoïste, intelligente, mais froide. Si elle choisit un jour l'argent plutôt que toi, souviens-toi, tu ne l'as pas déçue. Elle a déçu ton amour. Mes mains tremblaient en finissant de lire. Comment cette lettre était-elle arrivée ici? Puis, je me suis souvenue. Diane l'avait donnée à Cynthia pour son 4e anniversaire et lui avait dit « Donne ça à ton père un jour, quand tu penses qu'il en a besoin. » Donc, Cynthia l'avait gardée toutes ces années, et d'une manière ou d'une autre, quelqu'un l'avait placée sous mon oreiller. Quelqu'un voulait que je me souvienne de qui j'étais. Je n'étais pas seulement un homme brisé, j'étais un père qui avait tout donné, et il était temps que Cynthia s'en souvienne aussi. La vérité allait bientôt éclater au grand jour. Clara m'a aidé à ouvrir un petit compte sur les réseaux sociaux. Je ne savais pas ce que je faisais, mais elle a dit quelque chose de simple. Si les gens qui nous blessent ne reviennent pas, pour s'excuser, parfois nous devons envoyer la vérité et les rencontrer là où ils sont. Alors j'ai écrit un post. Un seul. À ma fille qui m'a laissée dans un lit d'hôpital et a disparu à de mes économies, un jour, quand ton propre enfant te regardera avec confiance dans les yeux, puisses-tu te souvenir du père qui te regardait autrefois de la même façon. Et si ton enfant demande un jour, qu'est-il arrivé à grand-père? Que le silence dans ta gorge t'enseigne le poids d'un cœur que tu as laissé tomber. Je n'ai pas mentionné de nom, mais la vérité n'a pas besoin de nom. Elle sait où atterrir. 3 jours plus tard, Clara est venue en courant dans la salle de l'église avec des yeux écarquillés. Thomas, ton post est devenu viral. Des milliers de personnes le partagent. Même la station de radio l'a lu ce matin. Je ne savais pas comment me sentir, jusqu'à ce que je voie le premier message. C'était d'un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Cynthia, papa, c'est toi. Pas de salut. Pas de je suis désolée. Pas d'explication. Juste ça. J'ai fixé le message longtemps. Mes doigts planaient au-dessus de la boîte de réponse, mais je ne pouvais rien taper. Comment répondre à une fille qui vous a traité comme une ordure? Puis un autre message est arrivé. De quelqu'un d'autre. De Daniel, mon filleul, le fils de la meilleure amie de Diane. Il m'appelait Uncle T. Je ne l'avais pas vu depuis le mariage de Cynthia. Uncle T, j'ai vu le post. Je pense que tu dois savoir quelque chose sur ta fille. Quelque chose qu'elle nous a dit la nuit où elle s'est enfuie avec l'argent. Mon cœur battait fort. Qu'est-ce que ma fille avait encore caché? La vérité allait enfin éclater. J'ai fixé le message de Daniel comme s'il était écrit en feu. Oncle T, j'ai vu le post. Je pense que tu dois savoir quelque chose sur ta fille. Quelque chose qu'elle nous a dit la nuit, où elle s'est enfuie avec l'argent. Je ne savais pas si je devais répondre ou laisser le silence répondre pour moi. Ma poitrine était lourde. Clara a remarqué que j'étais figuée et a touché mon épaule. Qui est-ce? Mon filleul, ai-je murmuré. Il veut me dire quelque chose. J'ai finalement tapé en retour. Vas-y, Daniel. J'écoute. Sa réponse est venue presque instantanément. La vérité était sur le point d'être révélée. La nuit où elle est venue chez nous après avoir quitté l'hôpital, elle nous a dit quelque chose d'étrange. Elle a dit « Je sais que ce que j'ai fait est mal, mais je préfère avoir mon père vivant et qu'il me déteste que mort et toujours pauvre. » J'ai froncé les sourcils. Vivant et la détester, mort et pauvre. Daniel a continué. Nous pensions qu'elle voulait dire que tu étais en train de mourir, que peut-être l'hôpital ne pouvait pas aider. Elle a pleuré en le disant. Elle a dit qu'elle avait besoin de l'argent pour repartir à zéro. Elle a dit que tu avais perdu trop de temps à être trop humble. J'ai fermé les yeux, respirant lentement à travers la douleur dans ma poitrine. Alors c'est ce qu'elle pensait de moi. Un homme qui avait gaspillé sa vie, parce qu'il n'avait pas poursuivi les richesses. Ce même homme qui travaillait 3 emplois juste pour lui donner un diplôme universitaire qu'elle n'avait pas à payer. Ce même homme qui avait vendu sa terre pour effacer ses dettes quand son commerce de boutique s'était effondré. Elle appelait ça du temps perdu. Daniel a envoyé un dernier message. Elle a dit que tu comprendrais un jour, qu'elle devait se choisir elle-même.
Pour une fois. Je voulais t'envoyer un message alors, mais elle m'a supplié de ne pas le faire. Elle a dit qu'elle reviendrait pour toi. Mais clairement, elle ne l'a pas fait. Non, elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de briller en public pendant que je pourrissais en silence. Une semaine plus tard, Cynthia a posté une vidéo de son nouveau bureau, à fenêtre en verre, sols en marbre, célébration au champagne. Au nouveau départ, a-t-elle écrit. Antonelle a célébré. Mais personne ne savait qu'elle l'avait construit sur la trahison, jusqu'à ce qu'une femme que je n'avais jamais rencontrée me contacte. Son nom était Melissa. Elle s'est présentée comme l'ancienne meilleure amie de Cynthia. Monsieur, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais votre fille n'est pas qui elle prétend être. J'ai travaillé avec elle. J'ai vu les mensonges. Et il y a quelque chose que vous méritez de savoir. Une autre vérité? Une autre lame. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Qu'est-ce que je mérite de savoir? Elle a dit que Cynthia disait aux gens que j'avais choisi de mourir à l'hôpital, que j'avais refusé le traitement, que j'avais signé des papiers disant que je ne voulais rien avoir à faire avec ma famille. Mensonge après mensonge. Mélissa a ensuite envoyé une note vocale. Monsieur, je l'ai entendu une fois au téléphone crier. S'il n'a pas pu faire quelque chose de significatif de 60 ans de vie, ce n'est pas ma faute. Elle a ri et a dit. Je suis le parent maintenant. Pas parce qu'elle avait volé mon argent. Pas parce qu'elle m'avait laissé souffrir. Mais parce qu'elle avait assassiné la vérité et m'avait enterré vivant en souriant dans des chaussures de créateur. Cette nuit-là, j'ai fait une promenade seule. Le ciel était gris. Le vent était froid. Clara a appelé inquiète, mais j'avais juste besoin d'espace, pour pleurer, pour respirer, pour enterrer une autre version de moi-même, l'homme qui croyait que Cynthia changerait. Le lendemain matin, j'ai pris une décision tranquille. Si Cynthia pouvait réécrire mon passé pour protéger son image, je réécrirais son avenir pour lui rappeler que certains pères ne restent pas enterrés. Je n'ai pas dit ma décision à Clara au début. Elle avait déjà fait assez à me nourrir, m'encourager, me défendre chaque fois que quelqu'un se moquait du vieil homme qui parle tout seul. Mais maintenant je ne parlais plus seulement à moi-même. Je pensais, je complotais. Pas la vengeance, mais le souvenir. Cynthia voulait que le monde m'oublie. Elle voulait que son histoire commence avec son succès car les sacrifices qui l'y ont mené. Mais je n'étais pas mort. Pas encore. Alors j'ai recommencé à écrire. Seulement cette fois, je n'ai pas posté de poèmes tristes ou de regrets silencieux. J'ai posté des moments. La première fois qu'elle a porté un uniforme scolaire, je me suis agenouillée au bord de la route pour le boutonner correctement. La première fois qu'elle a été renvoyée à la maison pour les frais, j'ai vendu mon téléphone pour payer. La première fois qu'elle a eu ses règles, j'ai marché 6 kilomètres pour lui acheter des serviettes. La première fois qu'elle a dit merci, c'était à son mariage. Après ça, je ne l'ai plus jamais entendu. Clara m'a aidé à les formater. Elle les a postés sur son blog. Et lentement, tranquillement, ils ont commencé à se répandre. Une nuit, Clara est venue vers moi, des larmes coulant silencieusement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé. Elle m'a tendu son téléphone. C'était Cynthia, dans une émission d'interview, une de ces chaînes YouTube Glamour pour femmes riches. Quand on lui a demandé à propos de son père, elle a souri et a dit « Il est décédé. Que son âme repose en paix. Il est mort avant de me voir devenir un succès. J'ai gelé. Décédé. » Elle a dit au monde que j'étais mort. Clara m'a regardé comme si j'allais me briser, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ri à la place. Un rire sec mais solitaire. Je suppose que je suis juste un fantôme maintenant, ai-je dit. Mais les fantômes ne restent pas silencieux pour toujours. Il a fallu toute ma force pour utiliser l'ordinateur, mais j'avais un objectif. Acheter un nom de domaine bon marché. Je l'ai appelé « Lettre du Père vivant ». Chaque jour, je postais une nouvelle histoire sur l'éducation de Cynthia. Pas pour la faire honte, mais pour montrer au monde que le succès n'est pas du néant. Il est élevé par des mains fatiguées, par des sacrifices, par des hommes oubliés qui dorment sur des bancs d'hôpital et vivent dans des salles d'église. 3 semaines se sont écoulées. Le blog a explosé. Les animateurs radio ont commencé à me citer. Les émissions de télévision lisaient mes entrées comme des dévotions. Et bientôt, la section des commentaires est passée de ces touchants à « Attendez, parle-t-il de Cynthia Blake? Est-ce son père? Elle a dit qu'il est mort. » Puis un matin, j'ai reçu un appel. Numéro inconnu. J'ai répondu. C'était elle, Cynthia.
Sa voix était tranchante, froide, mais tremblante. Qu'est-ce que tu crois faire? Je n'ai pas dit un mot. Pourquoi essaies-tu de détruire tout ce que j'ai construit? Toujours, je n'ai rien dit. Elle criait maintenant, sa voix se brisant sous le poids de sa propre culpabilité. Si tu voulais de l'attention, tu aurais pu juste m'appeler. Mais maintenant tu me fais passer pour une menteuse. J'ai attendu, puis j'ai finalement parlé. Cynthia, je n'essaie pas de te détruire. J'essaie de te rappeler. De moi. De nous. Elle a ricané. Tu ne comprends pas comment le monde fonctionne maintenant. Les gens ne se soucient pas de la douleur. Ils ne se soucient que du progrès. J'ai soupiré. Alors peut-être qu'il est temps que le monde se souvienne que le progrès sans mémoire, c'est de la trahison. Elle a raccroché. Juste comme ça. 2 jours plus tard, quelqu'un a frappé à la porte de la salle de l'église. Clara a ouvert et a halté. Ce n'était pas Cynthia, c'était son mari. Un homme que je n'avais vu que sur des photos de mariage. Il avait l'air maladroit, mais coupable. Il est entré lentement et s'est assis à côté de moi. Je suis juste venu dire quelque chose, a-t-il dit. J'ai attendu. Je ne savais pas. Elle m'a dit que tu avais refusé de l'aide, que tu étais fatigué de la vie. Mes yeux se sont écarquillés. Elle t'a dit ça. Il a hoché la tête. Elle a dit que tu ne voulais plus faire partie de son monde. J'ai avalé difficilement. Il s'est penché en avant. Monsieur, si vous me le permettez, je veux vous aider. Vous méritez plus que ça. Et je pense que vous devriez rencontrer votre petit-fils. Je ne sais pas ce qui m'a frappé en premier. Le mot petit-fils ou la honte tranquille dans la voix de son mari. Je suis resté assis. Silencieux. Petit-fils, ai-je finalement demandé. Il a hoché la tête. Il a 2 ans, monsieur. Son nom est Michael. Michael. J'ai laissé le nom s'enfoncer dans mes os. Elle avait un enfant? Un enfant entier. Et je n'avais jamais entendu un murmure. Pas une photo. Pas un appel. Aucune invitation quand il est né. Aucune mention de moi du tout. Comme si je n'existais pas. Comme si j'étais mort au moment où elle a commencé à m'appeler un fardeau. Cette révélation m'a brisé plus que tout le reste. Il a tendu la main dans son sac et m'a remis quelque chose enveloppé dans un petit tissu. Je l'ai ouvert lentement. Un bavoir de bébé. Bleu délavé. Avec 3 mots brodés en fil doux. J'aime grand-père. Les larmes ont lutté pour atteindre mes yeux, mais je les ai retenues. Est-ce que Cynthia a fait ça? Ai-je demandé. Il a hésité. Non. Clara l'a fait. Je me suis tournée brusquement. Clara? Elle a baissé la tête. Elle a vu la photo du garçon sur le statut de Cynthia il y a des mois. Quand je lui ai demandé, elle a dit qu'elle ne voulait pas te donner de faux espoirs, que tu traversais déjà trop de choses. J'ai avalé difficilement. Alors ils savaient tous, même si ce n'était qu'un peu. Et j'étais le seul laissé dans l'obscurité. Je veux t'emmener le voir, a dit doucement son mari. Il devrait savoir qui est son grand-père. Et tu mérites de le connaître. J'ai hoché la tête lentement, effrayée de ce qui pourrait arriver ensuite. Mais au fond de moi, quelque chose en moi, quelque chose de vieux, paternel et fragile a commencé à se sentir vivant à nouveau. L'espoir. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un terrain de jeu tranquille dans une autre ville, loin du bruit, loin de Cynthia. Clara est venue avec moi. J'ai porté la chemise la plus propre que j'avais. Elle sentait encore la poussière et les vieux murs, mais je l'ai boutonnée comme si c'était du tissu royal. Mon cœur battait plus vite à chaque pas vers le parc. Puis je l'ai vu. Petit garçon, visage rond, yeux brillants, tenant une voiture jouet. Il ne me connaissait pas, mais d'une manière ou d'une autre, Clara a halté, son père a souri et a dit « Il a regardé tes vidéos de blog, je ne savais pas qu'il se souvenait de ton visage. » Le garçon s'est arrêté juste devant moi et a regardé. Puis a dit doucement « Grand-père. » J'ai gelé. Les larmes ont glissé avant que je puisse les arrêter. Je me suis penchée lentement et j'ai hoché la tête. « Oui, mon fils. » Grand-père est là. Il a serré ma jambe fermement, et à ce moment-là, au milieu d'un petit parc sous un ciel pâle, je me suis sentie à nouveau comme un père. Mais la douceur ne dure jamais longtemps dans mon monde, parce que 30 minutes plus tard, alors que nous étions encore assis sur le banc, une voiture noire s'est arrêtée au bord du parc. La porte s'est ouverte brusquement, et Cynthia est sortie. La rage dans ses pas, le poison dans ses yeux. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle crié, marchant droit vers son mari. « Je t'ai dit de ne pas l'amener près de mon fils. » Elle a pointé vers moi comme si j'étais une maladie.
Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que tu veux de moi? N'as-tu pas fait assez avec ton bloc de pitié? Je n'ai pas dit un mot, mais son mari s'est levé. Non, Cynthia, tu en as fait assez. Tu as dit au monde que ton père était mort. Tu m'as dit qu'il t'avait abandonné. Mais regarde-le, regarde l'homme que tu as enterré avec des mensonges. Elle a cligné des yeux, a secoué la tête. Il te manipule. Je me suis levée. Je ne suis pas ici pour me battre, Cynthia. Je suis ici parce que je t'aime. Et parce que j'ai réalisé quelque chose. Elle a croisé les bras, défiante. Et qu'est-ce que c'est? Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit, tu n'as pas seulement volé mon argent. Tu as volé mon nom, mon histoire, ma place dans ta vie. Mais je suis toujours vivant. Son mari a ajouté, si tu veux vraiment que ton fils grandisse sans mensonge, alors ça commence maintenant. Cynthia avait l'air d'exploser, mais elle n'a pas crié. Elle s'est tournée brusquement et est retournée à sa voiture. Cette fois sans un mot. Plus tard cette nuit-là, Clara m'a demandé, est-ce que ça valait le coup de la voir en colère comme ça? Je l'ai regardée, et puis le bavoir toujours assis sur mes genoux. Oui, ai-je murmuré, parce que pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Pas à cause de ce que Cynthia a dit, son silence m'effrayait plus que ses cris ne l'avaient jamais fait. Vous voyez, les gens comme Cynthietta, ils ne lâchent pas facilement. Ils ne s'en vont pas à moins qu'ils ne planifient quelque chose de plus lourd. Et au fond de mon cœur, je le sentais venir. Le lendemain matin, j'étais assis dehors dans la salle de l'église, regardant le ciel perdre son sommeil tout comme moi. Clara est sortie tenant son téléphone, son expression pâle. Oncle, a-t-elle dit lentement, tu dois voir ça. Elle me l'a tendu. La story Instagram de Cynthia. Fond noir. Lettres blanches. Certaines personnes se détruiront juste pour vous faire paraître mauvais. Faites attention à ce que vous croyez sur Internet. Puis la diapositive suivante. Une photo d'elle et d'un homme étrange que je n'avais jamais vu. Sa légende? Reconnaissante pour une figure paternelle qui me soutient vraiment. J'ai fixé l'écran. Elle m'avait remplacé. Publiquement. Comme si je n'avais jamais fait partie de son sang. Et peut-être même pas de son cœur. Je n'ai pas ressenti de colère cette fois. Juste une douleur profonde et froide. Comme une chaise qui a été retirée d'une table à manger après y avoir été assise pendant des années. Juste comme ça, je n'étais plus son père. Pas pour le monde. Et peut-être même pas pour son cœur. Mais Clara, douce Clara, avait un feu en elle. Elle a saisi ma main et a dit « Non, tu ne t'étairas pas. » Elle essaie de t'effacer. Et nous ne la laisserons pas faire. Elle m'a aidé à enregistrer une nouvelle vidéo. Pas pour attaquer Cynthia, mais pour dire la vérité. Je me suis assis devant la caméra de son téléphone fissuré et j'ai regardé droit dans l'objectif. Je m'appelle Thomas, j'ai 60 ans. J'ai élevé ma fille seule. J'ai renoncé à mon confort, mon sommeil, ma jeunesse, pour qu'elle puisse bien vivre. Mais maintenant, elle veut que le monde oublie que j'ai existé. Je ne suis pas en colère. Je ne cherche pas la sympathie. Je veux juste que les gens comme moi, parents oubliés, aînés abandonnés, sachent qu'ils ne sont pas invisibles. Vous comptez. Même si votre enfant vous renie, même si le monde ne voit que vos rides et non votre sagesse, vous comptez toujours. Clara l'a posté. Et comme avant, des célébrités l'ont partagé. Un acteur a commenté. Cela m'a brisé. Je ne vous connais pas, monsieur, mais vous êtes vu. Et vous êtes aimé. Et puis le rebondissement est venu. 3 jours plus tard, une lettre est arrivée à l'église, une officielle, d'un avocat. Clara l'a ouverte en premier, puis s'est figée. Oncle, c'est de l'équipe juridique de Cynthia. J'ai cligné des yeux. Quoi? Elle me l'a tendu avec des mains tremblantes. Je l'ai lu lentement. Vous êtes par la présente avisé de retirer tous les articles de blog, vidéos et contenus faisant référence à Cynthia Blake, car ils constituent de la diffamation et une atteinte à la vie privée. Le non-respect dans les 7 jours entraînera une action en justice et une éventuelle compensation financière pour dommages émotionnels. Je me suis assis en arrière, silencieux. Alors c'était son prochain coup. Pas d'appeler, pas de s'excuser, mais de menacer. Clara m'a regardé avec des yeux larmoyants. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai souri faiblement. Et j'ai dit, nous allons continuer à dire la vérité. Elle a cligné des yeux, même avec un procès qui pend au-dessus de ta tête. J'ai hoché la tête. Elle a volé ma voix une fois. Elle ne le fera plus. Mais ce que je ne savais pas,
C'est à quoi je n'étais pas préparée. C'était ce que Clara a fait ensuite. Elle a posté une vidéo. Sa propre voix tremblante. Je m'appelle Clara. Je ne suis pas sa fille par le sang. Mais j'ai regardé cet homme dormir sur des bancs, pleurer sans larmes et prier sans espoir. Je l'ai regardé rétrécir en silence. Et maintenant quelqu'un veut l'effacer. Je me fiche des procès. Parce que si la vérité est punissable, alors je préfère être coupable. Cette vidéo est également devenue virale. Mais cette fois, les commentaires ont changé. Il ne s'agissait plus seulement de douleur. Il s'agissait de justice. Qui est cette Cynthia Blake et pourquoi est-elle si froide? Elle menace l'homme qui l'a élevée. Si jamais je traite mes parents comme ça, puissais-je tout perdre? Et pour la première fois dans tout ce voyage, Cynthia a commencé à perdre. Des abonnés, des contrats de marque, la sympathie du public. Son silence est devenu plus fort. Et le monde a finalement commencé à demander quel genre de femme abandonne son propre père et essaie ensuite de le poursuivre pour avoir raconté son histoire. Clara n'a pas parlé pendant les premières secondes. Elle a juste fixé son téléphone, sa main tremblant. Qui est-ce? Ai-je demandé doucement. Elle a avalé difficilement. Cynthia? Elle m'appelle. Mon cœur s'est arrêté. Elle n'appelait pas moi pas son père, ça mais Clara. Clara m'a regardée incertaine. Devrais-je répondre? J'ai hoché la tête lentement. Mettre-le sur haut-parleur. Elle l'a fait. Et nous avons tous les deux écouté la voix de la fille qui m'appelait autrefois papa remplir la pièce. Clara, qu'est-ce que tu fais? Pas de salutation, pas de douceur, juste de la glace pure. Clara a répondu calmement. Je dis la vérité, Cynthia. La vérité? A-t-elle claqué. As-tu une idée de ce que tu as fait à ma carrière? Mes contrats de marque sont annulés. Mes abonnés se retournent contre moi. Clara a gardé sa voix stable. Peut-être que ce n'est pas moi que tu devrais blâmer. Il y a eu un silence de quelques secondes. Puis le ton de Cynthia a changé. Plus froid, plus tranchant. La tempête approchait. Tu penses que ce vieil homme te donnera quelque chose. C'est ça. Tu veux que son histoire de pitié te donne aussi de la célébrité. J'ai tressailli. Mais Clara, elle n'a même pas cligné des yeux. Non, n'a-t-elle dit. Mais je ne me tairai pas pendant que tu l'effaces comme s'il n'était rien. La voix de Cynthia est descendue bas, amère. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne connais que son côté. Les yeux de Clara se sont rétrécis. Alors raconte ton côté. Mais ne mens pas. Ne poursuis pas un homme qui a essuyé tes larmes quand tu ne pouvais pas dormir la nuit. Une autre pause. Puis Cynthia a dit quelque chose d'inattendu. Tu vas le regretter, Clara. Lui aussi. Et la ligne a été coupée. Clara est restée figuée un moment, puis m'a regardée. Oncle, je pense qu'elle va passer au niveau supérieur. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai juste regardé par la fenêtre la route poussiéreuse. Et j'ai dit doucement, elle a déjà tout pris, mais j'avais tort. Parce que 2 jours plus tard, j'ai découvert exactement ce qu'elle avait prévu ensuite. Ça a commencé par un coup à la porte du bureau de l'église. Une jeune femme est entrée. Vêtements professionnels, un visage tendu. Je viens du bureau local d'aide sociale, a-t-elle dit. Nous avons reçu un rapport selon lequel M. Tomac est mentalement instable et pourrait être dangereux autour des enfants. La bouche de Clara s'est ouverte. Quoi? Je suis juste restée assis là, engourdi. La femme a continué. On nous a dit qu'il exploitait la sympathie en ligne pour un gain personnel et qu'il exposait des mineurs sans consentement parental. Je ne pouvais pas parler. Pas parce que j'étais coupable, mais parce que j'étais stupéfait de voir jusqu'où Cynthia était prête à aller. Elle m'avait signalé aux autorités, comme mentalement instable, juste parce que j'avais une voix. Clara a protesté, me défendant de toutes ses forces. Elle a montré à la femme des vidéos, des documents, même mon historique hospitalier. Est-ce que cet homme a l'air instable pour vous? Il était celui qui a été abandonné. Il n'a abandonné personne. La femme avait l'air mal à l'aise. C'est juste une enquête de routine. Nous ne faisons aucune supposition, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Certains dommages avaient déjà été faits. Plus tard cette nuit-là, je me suis assis sur le sol de la petite cuisine de l'église, mon dos contre le mur. Je tenais la photo de Cynthia quand elle n'avait que 8 ans, debout à côté de moi à sa remise de diplôme scolaire, ses 2 dents de devant manquantes, tenant son petit certificat. J'ai tracé son sourire avec mon doigt. Et j'ai murmuré « Où es-tu allé, mon enfant? Où la petite fille qui me serrait dans ses bras chaque matin a-t-elle disparu ?» Les larmes ont coulé,
Et pour la première fois depuis longtemps, pas pour la douleur, mais pour les souvenirs qu'elle a enterrés. Clara s'est agenouillée à côté de moi et essuyé mes larmes. Je te promets, oncle, a-t-elle dit doucement, nous allons combattre ça. Je l'ai regardée. Non, ai-je dit. Nous ne la combattrons pas. Nous combattrons pour la vérité. Et c'est une bataille qui ne perd jamais. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause des mensonges que Cynthia a dit aux autorités, mais à cause de la vérité que je n'avais toujours pas dite à Clara. Vous voyez, Cynthia n'a pas toujours été comme ça. Elle était autrefois douce. Attentionnée. Elle avait l'habitude de tenir ma main même quand elle était trop vieille pour ça. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je n'arrêtais pas de me demander. Étaient-ce les amis qu'elle a rencontrés? La vie qu'elle a goûtée une fois qu'elle a eu un emploi? Ou était-ce moi? Ai-je échoué quelque part? Mais avant que je puisse me perdre dans cette tempête de pensées, Clara a fait éruption dans la pièce. Ses yeux étaient allumés d'urgence. Oncle Thomas, tu dois ça. Elle a levé son téléphone et appuyé sur play. Une vidéo. Une nouvelle. Mais cette fois, ce n'était pas de moi ou de Clara. C'était de quelqu'un d'autre. Une femme. Dans la cinquantaine. Voix calme. Jour ridé. Et ses premiers mots ont fait se serrer ma poitrine. Je m'appelle Grace. J'étais l'enseignante de Cynthia au lycée. Et je suis ici pour dire quelque chose qui brûle en moi depuis des années. Clara l'a mise en pause. Dois-je continuer? J'ai hoché la tête, trop stupéfait pour parler. Elle a appuyé sur play à nouveau. J'ai vu Thomas Blake porter sa fille à travers les tempêtes de pluie, juste pour l'amener à l'école. Je l'ai vu manquer des réunions parents-professeurs, parce qu'il ne pouvait pas prendre congé, puis se présenter à 19 heures juste pour demander comment elle allait. J'ai regardé cet homme sacrifié, tandis que Cynthia devenait plus froide plus elle goûtait au confort. Et maintenant elle l'appelle instable. Non, la seule chose instable ici, c'est son cœur. La vidéo s'est terminée. Je suis restée figuée. Elle a prononcé les mots que j'ai enterrés pendant des années. Clara a brisé le silence. Cette vidéo est partout maintenant. Plus de 600 000 vues en 1 heure. Les gens parlent. Je me suis penchée en arrière dans la chaise, submergée. Pas parce que j'avais besoin de la pitié des gens, mais parce que pour la première fois, quelqu'un qui connaissait notre passé, pas par vengeance, mais par vérité. Et la vérité porte un poids plus fort que l'orgueil. Mais Cynthia, oh, elle n'avait pas fini, parce que 3 heures plus tard, une vidéo en direct, maquillage complet, musique triste en arrière-plan. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que je suis méchante, a-t-elle commencé. Mais vous ne connaissez pas toute l'histoire. Mon père n'était pas un saint. Puis, elle a lâché une bombe. Il a essayé de me contrôler. Il m'a fait sentir que je lui devais ma vie. Et quand j'ai arrêté de donner, il a retourné le monde contre moi. J'ai fixé l'écran, secouant la tête. Elle se peignait maintenant comme une victime. Elle n'a pas nié ma poire abandonnée. Elle n'a pas nié avoir volé l'argent de l'assurance. Elle a juste inversé le blâme. Mais le rebondissement, ça n'a pas marché. Pas cette fois. Parce qu'Internet avait vu quelque chose de plus fort que ses larmes. Ils avaient vu la douleur tranquille et constante dans mes yeux. Le genre qui ne peut pas être simulé. Et sous sa vidéo en direct, les commentaires disaient tout. Désolé, mais ça ressemble juste à de la manipulation. Votre professeur a parlé. Votre père est resté silencieux pendant des années. Qui est vraiment honnête ici? Vous vous êtes fait passer pour la victime après avoir vidé votre père? Non. La tempête tournait mais je savais que ce n'était pas fini. Parce que le lendemain matin, Clara est revenue vers moi. Elle ne souriait pas. Oncle. Une autre lettre est arrivée. Mon cœur s'est effondré. Elle me l'a tendue. Je l'ai ouverte lentement. Et ce que j'ai vu a frappé plus fort que tout ce que Cynthia avait fait. Ce n'était pas d'un avocat. Ou de Cynthia. C'était d'une banque. Un relevé. Du compte d'argent d'assurance. Celui que je pensais vide. Il montrait un dépôt récent. De quelqu'un d'anonyme. Le montant. 5000 millements. J'ai levé les yeux vers Clara. Qui a envoyé ça? Elle a haussé les épaules. Il n'y a pas de nom. Mais il y a une note. Elle a sorti un papier plié. Dans une écriture soignée et prudente, il était écrit « Pour les années que vous avez perdues, pour l'amour qui n'a jamais été remboursé. Utilisez ceci pour vivre, pas pour vous battre. Votre histoire a déjà gagné. Un témoin. » J'ai fixé le papier. Mes mains tremblaient. Il ne s'agissait plus d'argent maintenant.
Il s'agissait d'héritage, du fait que quelqu'un avait regardé tout le temps. Quelqu'un qui a vu tout ce que j'ai perdu et a décidé de rendre. Pas pour réparer, mais pour me rappeler j'étais important. Pendant des heures, j'ai fixé le bordereau de dépôt de 5000 milles. Mille s'il avait des réponses. Un cadeau? De quelqu'un qui ne voulait pas d'éloge, juste une petite note, un témoin. Mais quelque chose dans l'écriture, et la façon dont le thé est barré, l'inclinaison du bide en témoin, semblait étrangement familier. Clara faisait les 100 pas dans la pièce, essayant de deviner qui aurait pu l'envoyer. Peut-être un membre de l'église. Peut-être un de tes vieux amis. J'ai secoué la tête. Je n'ai pas eu d'amis depuis 15 ans. Clara. Pas depuis que ma vie est devenue sur les factures. Pas les anniversaires. Elle s'est assise à côté de moi. Alors ça doit être quelqu'un, et soudain. Son nom était Marianne, la meilleure amie d'enfance de Cynthia. Elles étaient inséparables à l'école primaire, mais elles ont eu une dispute quand elles avaient 17 ans. Quelque chose à voir avec un big et un secret, et une robe empruntée, et Euro savait, des choses d'adolescente. Mais Marianne était différente. Même enfant, elle avait un faible pour moi. Elle a dit une fois, « Oncle Thomas, si mon père part un jour, peux-tu m'adopter aussi ?» Et j'ai ri. Je ne savais pas que ces mots vieilliraient avec du sang. Clara a fait quelques recherches en ligne. Et juste comme ça, elle l'a trouvé. Dr. Marianne Lawson, un chirurgien pédiatrique bien connu maintenant. Vit au Canada, mariée. 2 enfants. Et le vrai choc. Elle a récemment visité le Nigeria la semaine dernière. Clara a halté. Elle était ici au moment exact où ton histoire a éclaté en ligne. Je me suis penchée en avant. Clara. Et si elle avait vu la vidéo? Elle a hoché la tête lentement. Et envoyé l'argent. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Avant que je puisse traiter, le téléphone de Clara a vibré à nouveau. Un message. Elle l'a lu et ses yeux se sont écarquillés. Oh non! Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Elle a levé les yeux. C'est Cynthia. Elle vient de poster une autre vidéo en direct. Celle-ci est mauvaise. Je me suis assis. Clara l'a jouée. Et ce que j'ai vu a fait tourner mon estomac. Cynthia pleurait cette fois. Mais pas de tristesse. De rage. Alors, quelqu'un pense qu'il peut sauver mon père. Vous lui avez envoyé 5 millions si dans mon dos. Tu penses que je ne sais pas qui tu es, Marien? Tu as toujours voulu être la meilleure fille, n'est-ce pas? Clara a cligné des yeux. Elle attaque Marien. Mais Cynthia ne s'est pas arrêtée. Laisse-moi te rappeler. Mon père n'est pas un saint. Il est manipulateur. Il avait l'habitude de me faire sentir coupable de vouloir plus que la pauvreté. Marien, si tu veux jouer au sauveur, très bien. Mais ne me blâme pas quand ça deviendra compliqué. Internet a explosé. Les commentaires ont volé. Les gens changeaient de camp. Mais cette fois, ce n'était pas par sympathie. C'était par confusion. Parce que Cynthia se battait maintenant contre un fantôme de son passé, pendant que le monde regardait. Et dans ce chaos, je me suis assis tranquillement, pas en colère, pas effrayée, juste fatiguée. Fatiguée de regarder ma fille creuser un trou dans lequel elle tomberait un jour. Mais le plus gros rebondissement, c'était ce qui est venu ensuite. Un message privé, direct dans la boîte de réception de Clara, de Marianne Lawson elle-même. Clara l'a ouvert lentement, et nous l'avons lu tous les deux, mot pour mot. Je n'ai pas envoyé l'argent parce que j'avais pitié. Je l'ai envoyé parce qu'il a payé mes frais de scolarité quand mon père m'a abandonné. Il n'a pas crié à ce sujet, n'a rien demandé. Il a juste dit « Assure-toi de ne jamais oublier qui tu es. » Je ne l'ai jamais fait. Et maintenant, je retourne juste le rappel. Clara m'a regardé avec des yeux larmoyants. « Tu l'as aidé quand personne n'a même remarqué, oncle. » J'ai souri faiblement. Je ne l'ai pas aidé pour être rappelé. Je l'ai aidé parce que je savais ce que c'était d'être oublié. Mais alors que je tenais ce message, la chaleur a été de courte durée, parce que Clara a halté à nouveau. Elle a levé son téléphone à une autre alerte. Et ce que nous avons vu a tout retourné. Un document judiciaire, juste posté en ligne, déposé par Cynthia Blake. Elle me poursuivait officiellement pour dommages émotionnels et diffamation en ligne. La même fille qui m'avait laissé mourir essayait maintenant de m'effacer légalement. Au moment où Clara a lu les mots procès en diffamation, ma poitrine s'est serrée. Pas de peur, mais de quelque chose de plus lourd. Trahison. Cynthia ne coupait plus seulement les liens, elle voulait enterrer mon nom.
effacer le peu de dignité qu'il me restait. Je suis resté silencieux pendant longtemps. Puis j'ai regardé Clara. Elle veut me combattre au tribunal? Clara a hoché la tête lentement. Elle a déposé une pétition officielle. L'audience est dans 3 semaines. J'ai souri amèrement. Elle me poursuit? Pour avoir dit la vérité. 3 semaines se sont passées plus vite que prévu. Et quand le jour est venu, je n'avais pas de vêtements fantaisistes. Je n'avais pas d'avocat avec un accent britannique. Mais j'avais une chose. La vérité. Clara a marché à côté de moi dans cette salle d'audience. Et quand nous sommes entrés, j'ai vu Cynthia assise de l'autre côté de la salle, portant des vêtements de créateur, la tête haute, flanquée de 2 avocats. Elle ne m'a pas regardée une seule fois. Pas même une seconde. Elle me regardait comme si j'étais de la saleté dont elle ne voulait pas se souvenir. Mais je me souvenais de tout. Le juge a lu les accusations, diffamation de caractère, abus émotionnel public, tentative de ruiner la réputation avec de fausses histoires en ligne. Je n'ai pas bronché. Clara était assise derrière moi, tenant mon dossier hospitalier, mes ordonnances, tout. Mais ce n'était pas mon arme. Non, mon arme est entrée dans la salle d'audience 5 minutes plus tard. Maria. Elle est entrée avec une puissance tranquille. Elle portait un costume simple. Pas de maquillage. Pas de fanfare. Juste de la grâce. Cynthia s'est tournée, et l'expression sur son visage. Elle a fissuré sa fierté. Pour la première fois depuis des années, je l'ai vue tressaillir. Le juge a demandé: « Êtes-vous ici comme témoin ?» Marianne a hoché la tête. « Oui, votre honneur. Je suis ici au nom de M. Thomas Blake, parce que je lui dois tout. » Elle a raconté son histoire. Comment j'ai payé ses frais incestueux quand son père s'est enfui. Comment j'ai secrètement acheté son premier formulaire JMB. Comment j'ai aidé sa mère à obtenir un emploi dans une boulangerie juste pour qu'elle ne mendiât pas dans la rue. Des larmes ont coulé sur le visage de Clara. Et quand le juge a demandé à Marianne: « Pourquoi maintenant ?» Elle a regardé directement Cynthia. Parce qu'il n'a jamais demandé d'éloge. Mais maintenant que quelqu'un essaie de réécrire l'histoire, je suis ici pour rappeler au monde qu'il n'a jamais cessé de donner, même quand il n'avait rien. La salle d'audience était silencieuse. Même les avocats zunitiens n'ont pas parlé. Et pendant une fraction de seconde, Cynthia ressemblait à nouveau à cette petite fille, celle qui courait pieds nus pour me serrer dans ses bras quand je rentrais du travail avec une mèche de pain. Mais ce moment n'a pas duré. Elle s'est levée, a parlé avec des lèvres tremblantes. « Et alors? Alors il t'a aidé? Ça fait de lui un saint. Vous ne savez pas ce que c'est de grandir embarrassé. Tous mes amis avaient des pères riches. J'en avais un qui sentait toujours l'huile de moteur. Je me suis levée, pour la première fois, et j'ai parlé. Doucement, calmement, simplement. Tu n'as jamais été embarrassée par mon odeur, Cynthia. Tu étais embarrassée d'où tu venais. Mais cette odeur a construit tes frais de scolarité. Cette chemise tachée d'huile t'a nourri. Je ne t'ai jamais demandé de m'aimer, je t'ai seulement demandé de ne pas mentir sur moi. » Le juge a regardé Cynthia et a dit une ligne que je n'oublierai jamais. Parfois, le silence d'un père n'est pas de la faiblesse, c'est de la grâce. Ce tribunal ne trouve aucun motif de diffamation. Affaire classée. Mais ce n'était pas la victoire. Non, le vrai rebondissement est venu après la salle d'audience. Alors que nous sortions, Cynthia m'a suivi jusqu'au parking. Sa voix tremblait. « Tu m'as fait passer pour un monstre, papa. » Je me suis retournée. Je l'ai regardé dans les yeux. Et avec chaque morceau brisé de mon cœur, j'ai dit: « Je ne t'ai fait ressembler à rien, Cynthia. Tu as juste enlevé ton propre masque. » Elle a pleuré. Mais ce n'étaient pas les larmes du repentir. C'étaient les larmes de la défaite, d'une vérité qui ne pouvait pas être supprimée. Elle est partie, et je ne l'ai pas rappelée. Parce que parfois, après la victoire au tribunal, je pensais que la paix avait enfin frappé à ma porte. J'avais tort. Tort. Cynthia ne m'a pas parlé pendant des semaines après le procès. Pas un appel, pas un texto, pas même un regard coupable en ligne. Mais le silence n'est pas toujours la paix. Parfois, le silence est la guerre déguisée. Et Cynthia? Elle planifiait une vengeance, pas avec des poings ou des procès, mais avec l'arme la plus dangereuse qu'un enfant aimé puisse porter, la honte. Un soir, Clara s'est précipitée dans mon appartement d'une pièce avec son téléphone tremblant dans ses mains. « Oncle? Oncle? Tu dois voir ça. » J'ai pris le téléphone. Je l'ai ouvert. Un article de blog. En première page. Un vieil homme prétend que sa fille l'a abandonné,
Mais la vérité fuit sur sa deuxième famille secrète. Ma gorge s'est asséchée. Clara n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin. Mes mains tremblaient déjà, parce que je savais que Cynthia l'avait écrit. Je n'avais pas de deuxième famille. J'en avais à peine une. Mais le blog avait tout déformé. Des sources confirment que le vieux mécanicien a autrefois engendré un deuxième enfant pendant la grossesse de sa femme, menant à un foyer brisé secret. Les voisins ont affirmé qu'il avait manipulé émotionnellement sa fille et avait même emprunté de l'argent en son nom. Mensonge après mensonge. Et à la fin, une signature froide et sans cœur. Sans cœur, Shebay, Clara m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Elle détruit ta réputation. Mais ce n'était pas seulement mon nom, c'était tout ce qu'il me restait. En 48 heures, tout le quartier chuchotait. Les gens ont arrêté de m'appeler Baba Cynthia. Certains traversaient même la route quand ils me voyaient. À l'atelier de mécanique, un client m'a regardé et a dit « Alors, tu as deux familles. Tu mens même à ta fille. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste emballé mes outils et je suis rentrée tôt. Cette nuit-là, je me suis assis dans le noir. Et pour la première fois depuis des années, j'ai souhaité ne pas avoir survécu à ce lit d'hôpital. J'ai appelé Cynthia. Elle n'a pas décroché. Je lui ai envoyé un texto. Tu as dit ce que tu avais à dire. Viens finir ce que tu as commencé. Je serai à l'hôpital demain. Même lit, chambre 3. Elle n'a toujours pas répondu. Mais je savais qu'elle l'avait vu. Et fidèle à ma parole, je suis allée à l'hôpital le lendemain. Pas parce que j'étais malade, mais parce que j'avais besoin de retourner à l'endroit où elle m'avait laissé à pour que je puisse fermer le chapitre moi-même. Je me suis allongée sur le lit, entièrement habillée. Pas de perfusion, pas d'antidouleur. Juste mes pensées. Et à 10 ans du 23, la porte s'est ouverte. Elle est entrée. Cynthia se tenait là, les bras croisés, le visage vide. Je l'ai regardée. Te sens-tu mieux maintenant? Elle n'a pas répondu. Alors j'ai demandé à nouveau. Est-ce que ruiner mon nom t'a rendu ce que tu penses que je t'ai pris? Elle a regardé le sol, puis a dit froidement, tu m'as rendu pauvre, papa. Tu m'as fait vivre comme la fille d'un mendiant. Maintenant j'ai juste rendu l'appareil. J'ai avalé difficilement. Ce n'est pas de la vengeance, Cynthia. C'est une cicatrice que tu mets sur ta propre âme. Puis j'ai fait quelque chose qui l'a choquée. J'ai tendu la main sous l'oreiller, j'ai sorti une enveloppe brune. Elle a reculé prudemment. Mais je n'étais pas en colère. Je n'allais pas me battre. Je la lui ai tendue. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. J'ai souri faiblement. Ton avenir. J'ai signé la dernière terre que ta mère et moi avons achetée. Elle est à ton nom maintenant. Va la vendre. Construis ta meilleure vie. Elle avait l'air stupéfaite. Tu me donnes encore des biens, après tout ça. J'ai hoché la tête. Parce que je ne te ferai pas ce que tu m'as fait. Je ne volerai pas ta paix. Cynthia est restée immobile. Pendant longtemps, comme si son corps était gelé. Mais son cœur se brisait. Et puis elle a fait la chose la plus inattendue. Elle a laissé tomber l'enveloppe, juste sur le sol de l'hôpital. Sa voix s'est brisée. Des larmes ont jailli dans ses yeux. Je ne veux pas de terre. Je ne veux pas de ta pitié. Je veux arrêter de te détester. Mais je ne sais pas comment. Je l'ai regardé. Pas avec colère. Pas avec douleur. Mais avec la tristesse tranquille que seul un père brisé comprend. Alors peut-être commence par te pardonner d'abord, Cynthia. Parce qu'au fond, je pense que c'est pas moi que tu détestes. C'est qui tu es devenue. Elle s'est assise à côté du lit. Et pour la première fois en 12 ans. Et a pleuré. Pas comme une femme adulte. Mais comme la petite fille qui pensait autrefois que son père pouvait tout réparer. Même son cœur. Le matin est venu trop vite. La nuit précédente, Cynthia était restée assise près de mon lit d'hôpital pendant des heures. Elle a pleuré, essuyé ses larmes, puis a pleuré à nouveau. Mais quand le soleil s'est levé, les murs entre nous se sont aussi levés. Elle ne tenait plus ma main. Elle tenait son sac. Je dois y aller, a-t-elle dit, la voix petite. Aller où? Ai-je demandé doucement. Elle a regardé vers le bas. Retour à ma vie. Retour au travail. Il n'y a plus rien ici. J'ai hoché la tête. Lentement. Mais à l'intérieur de ma poitrine, quelque chose s'est serré. Parce qu'au fond, j'avais prié qu'elle dise « Je reste. Je suis désolée. Réparons ça, papa. » Mais l'orgueil est un locataire têtu. Il ne déménage jamais facilement. Je l'ai accompagné dehors, même si mes jambes me faisaient mal. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas regardé en arrière.
Elle est juste partie comme une étrangère qui passe, et je suis restée là, pieds nus sur le sol de l'hôpital, regardant le seul enfant que j'ai élevé partir à nouveau. Cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai juste murmuré pour moi-même. Dieu, si c'est ainsi que mon histoire se termine, qu'elle enseigne au moins à quelqu'un d'autre comment ne pas élever des regrets. Les jours ont passé. Je suis retournée à mon atelier de mécanique. Pas parce que je le voulais, mais parce que je n'avais rien d'autre. Pas de femme. Pas de maison à moi. Pas d'enfant à mes côtés. Juste un banc huileux, une boîte à outils rouillée, et des clients qui me parlaient à peine depuis que l'article de blog était devenu viral. Un lundi après-midi, j'ai entendu une moto s'arrêter devant l'atelier. Je n'ai pas levé les yeux. Jusqu'à ce que j'entende la voix. Oncle, il y a quelque chose que tu dois entendre. C'était Clara. Elle a sorti son téléphone et a joué un enregistrement. Un podcast. La voix d'une femme, brisée, hésitante, en pleurs. Je veux confesser aujourd'hui que l'homme sur qui j'ai écrit des mensonges en ligne est mon père. Et il n'a jamais eu de deuxième famille, ne m'a jamais maltraité, n'a jamais mérité mon silence. J'ai volé chez lui. Et il m'a quand même donné plus. J'ai gelé. C'était Cynthia, parlant publiquement, au monde entier, reconnaissant ses erreurs. Je pensais que l'argent m'apporterait la paix. Mais quand j'ai vu mon père dormir affamé, toujours prêt à me donner des terres, j'ai réalisé que j'étais plus pauvre que lui. Le podcast est terminé. Clara m'a regardé. Oncle, le monde tourne pour toi. J'ai souri, mais c'était le genre de sourire qui vient avec des larmes cachées sous la langue. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste retournée dans mon atelier et j'ai fermé la porte. Ce soir-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose d'inattendu. Une voiture noire s'est arrêtée devant mon atelier. Un chauffeur est descendu, a ouvert la porte arrière. Et Cynthia est sortie, bien habillée. Cheveux attachés en arrière. Mais ses yeux, ils ressemblaient à quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des jours. Elle s'est approchée de moi et a fait quelque chose que personne n'attendait. Elle s'est agenouillée. Devant moi, devant les clients, devant la rue, devant la honte. Papa, s'il te plaît, ne me pardonne pas en privé. Pardonne-moi là où je t'ai déshonoré. Toute la rue s'est figée. Ma bouche tremblait. Mais mon cœur s'est brisé en deux. Parce que la dernière fois qu'elle s'était agenouillée devant moi, elle avait 9 ans, suppliant pour une glace. Maintenant, elle avait 29 ans. Je l'ai aidée à se relever doucement. Je l'ai tenue par les épaules. Et j'ai murmuré à ses oreilles, « Tu as déjà été pardonnée, mais si tu le penses vraiment, reviens à la maison. Pas pour t'excuser à nouveau, mais pour reconstruire. Ensemble. » Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur sa chemise, mais juste au moment où nous nous tournions pour partir. Mes jambes ont cédé. Je suis tombée, juste devant elle. Tout s'est transformé en bruit, des cris, des courses, des mains me soulevant. Et juste avant que je perde connaissance, j'ai entendu Cynthia crier « S'il vous plaît, quelqu'un aidez-moi !» Pas encore. Pas maintenant. La chambre d'hôpital était froide. Le même hôpital où j'étais autrefois allongée brisée. Mais cette fois, j'étais réveillée. Et Cynthia était à mes côtés. Pas comme la fille en colère. Pas comme l'étrangère qui m'avait abandonnée. Mais comme mon infirmière. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle changeait ma perfusion. J'ai vu le poids dans ses yeux et des années de culpabilité et de douleur mélangées à l'espoir. Elle m'a regardée et a murmuré « Papa, je suis désolée d'avoir fui avant. J'avais peur. » J'ai souri faiblement. Avoir peur est humain. Mais le courage, c'est quand tu reviens. Les jours passaient lentement. Chaque respiration semblait plus lourde. Mais quelque chose a changé en moi. Pas seulement mon corps, mais la façon dont je regardais Cynthia. Elle est restée tous les jours, même quand le travail l'appelait. Elle m'a raconté des histoires de ses nuits solitaires et comment elle souhaitait toujours que je l'appelle. J'étais en colère parce que je me sentais perdue, a-t-elle dit. Je pensais que voler ton argent d'assurance était ma façon de survivre. Mais ça nous a seulement détruits tous les deux. J'ai tendu la main vers la sienne. Il n'est jamais trop tard, Cynthia. Puis, le rebondissement est venu. Un après-midi, le médecin a appelé Cynthia à part. Elle est revenue avec un papier. Elle avait l'air pâle. Papa, je suis enceinte. Mon cœur a bondi. Joie? Surprise? Peur? Je ne sais pas si je suis prête à être mère, a murmuré Cynthia. J'ai tenu sa main plus fort.
Alors laisse-moi être ta force, parce que cet enfant est notre chance de guérir. Mais juste au moment où l'espoir remplissait la pièce, le téléphone a sonné. C'était l'avocat. Une lettre était arrivée. De l'ex de Cynthia. Il voulait la garde du bébé, disant que Cynthia était instable, que j'étais trop faible. Les yeux de Cynthia se sont remplis de larmes. J'ai lutté si fort pour revenir. Maintenant ils veulent aussi enlever ça. Je les serrai fort. Alors nous ripostons. Ensemble. La lettre était comme un coup de marteau. Cynthia la tenait fermement dans ses mains tremblantes. Son visage était pâle, ses lèvres tremblantes. Je ne peux pas croire qu'il ferait ça, a-t-elle murmuré. Je me suis assis à côté d'elle, essayant de rester fort, mais à l'intérieur, mon cœur se brisait. La lettre disait que son ex poursuivait pour la garde du bébé, prétendant que Cynthia était inapte à cause de ses erreurs passées. À cause de moi, à cause de l'histoire que le monde connaissait. Papa, il utilise tout contre moi, a-t-elle pleuré. Le blog, l'argent, mes erreurs. Ils me peignent tous comme une mauvaise mère. J'ai essuyé ses larmes et j'ai dit qu'ils viennent. Nous montrerons la vérité. Mais à l'intérieur, je savais que la bataille serait difficile. Le tribunal ne se soucie pas de la douleur, il se soucie des preuves. Et nos preuves étaient minces. Les jours se sont transformés en nuit. Nous avons rencontré des avocats, rassemblé des documents et nous nous sommes préparés à la guerre. Cynthia est restée à mes côtés. Mais j'ai vu l'épuisement dans ses yeux. Une nuit, elle s'est assise à côté de moi et a dit « Papa, j'ai peur. Et si je perds le bébé? Et si je te perds ?» Sa voix s'est brisée. J'ai tenu sa main fermement et j'ai promis « Nous ne perdrons pas. » Parce que ce bébé n'est pas seulement un enfant. C'est notre avenir. Mais juste au moment où l'espoir grandissait, un autre rebondissement nous a frappés comme une tempête. L'hôpital a appelé. Mes résultats de test étaient revenus. La maladie était pire que nous le pensions. J'avais besoin d'une chirurgie et le coût était plus que ce que nous avions. Cynthia m'a regardé, les yeux écarquillés. Papa, je ne te laisserai pas affronter ça seule. Je trouverai un moyen. Mais au fond de moi, je craignais que ce ne soit que le début de notre combat. La chambre d'hôpital sentait l'antiseptique et la peur. Mes mains tremblaient alors que je fixais le calendrier sur le mur. La date de la chirurgie était entourée en rouge. Plus que 5 jours. 5 jours pour affronter le combat le plus difficile de ma vie. Cynthia était assise à côté de moi, sa main tenant la mienne fermement. Mais l'inquiétude dans ses yeux était comme une tempête qui faisait rage à l'intérieur. L'affaire de garde planait sur nous comme un nuage sombre. Son téléphone vibrait constamment avec des appels manquants aux avocats et de travailleurs sociaux. Elle dormait à peine. Et je connaissais la vérité, elle était prise entre deux guerres. Un soir, elle s'est effondrée. Les larmes coulaient librement. Je ne peux pas faire les deux, papa. Si je me bats pour le bébé, je n'aurai pas de temps pour toi. Si je reste pour toi, je perdrai le combat du bébé. Sa voix s'est brisée. J'ai serré sa main. Cynthia, écoute-moi. Ta force n'est pas de te battre seule. C'est de savoir quand demander de l'aide. Nous trouverons un moyen. Mais le lendemain matin, une lettre est arrivée. Du tribunal. L'audience de garde était prévue. Le même jour que ma chirurgie, j'ai regardé Cynthia et j'ai dit « Tu dois y être. Le bébé a besoin de toi. » Elle a secoué la tête. « Je ne peux pas te laisser. Tu as besoin de moi. » Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel mot. Cette nuit-là, j'ai prié. Pour la première fois, pas pour la guérison, mais pour le courage. Pour son courage de faire le bon choix. Et elle l'a fait. Le jour de la chirurgie est arrivé. Cynthia était à mes côtés alors qu'il m'emmenait. Elle a murmuré. Je gagnerai ce combat pour nous deux. J'ai fermé les yeux, sentant sa main glisser dans la mienne une dernière fois. Des heures plus tard, je me suis réveillée, faible, mais vivant. L'infirmière a souri. La chirurgie s'est bien passée. Mais votre combat est loin d'être terminé. J'ai tendu la main vers mon téléphone. Un message de Cynthia. Nous avons gagné. Des larmes ont coulé de mes yeux. Cynthia avait combattu et gagné la garde du bébé. Pas seulement pour elle, mais pour moi aussi. Et dans cette victoire, j'ai vu un nouveau départ. J'ai murmuré à la pièce vide. Ma fille m'a abandonnée une fois, mais elle est revenue. Et ensemble, nous avons repris ce qui était à nous, notre avenir. Fin.